Chers téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média, bonsoir à vous. Nous recevons un grand homme politique qui nous parlera aujourd'hui de son parti politique et de l'actualité qui prime la Côte d'Ivoire en ce moment et partout ailleurs dans le monde entier. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Blair Richard, président de la démocratie pour la liberté et la cohésion, en abrégé DLC, qui a pour slogan DLC, la Côte d'Ivoire d'abord. Alors dites-nous un temps soit peu, comment est-ce que vous êtes arrivé à créer votre parti politique? La création de ce parti politique est venue d'une analyse qui a été faite au niveau de la Côte d'Ivoire en particulier et au niveau de l'Afrique en général. Voyez-vous, un enfant qui grandit dans une société bien donnée a certainement envie à certaines choses changer. Par exemple, ses parents qui sont des agriculteurs, qui n'arrivent pas à survivre de ce qu'ils font. Ils regardent la situation socio-politique, ils voient qu'il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de choses qui se passent et ils décident comme ça d'apporter son grain de sable à l'édifice, à la construction de l'édifice. C'est comme ça que la DLC naît. Et puis, le 2 août 2014, alors on fait notre première rentrée politique en Côte d'Ivoire. Et depuis ce jour, le parti est connu de tous. Le parti, la DLC fait donc son petit bonhomme de chemin. Monsieur Blair Richard, pendant les vacances dernières, vous avez organisé un tournoi de réconciliation. À travers ce tournoi, c'était quel message que vous véhiculez à la nation? Je suis avant tout un panafricain. Et ce qui m'anime, c'est la paix. Ce qui m'anime, c'est la cohésion au niveau de mon peuple. Je me suis dit, et je voudrais prendre ce petit passage du président Félix Houphouët-Boigny. Quand on lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est l'oufouettisme? Il a demandé, mais l'oufouettisme, moi je n'ai pas d'oufouettisme, mais j'ai mon comportement, j'ai ma manière de vivre que je transmets aux Ivoiriens. Et il a dit quelque chose de fondamental à l'intérieur. Il a dit, ce que lui, il voudrait, c'est que les 60 tribus que compte la Côte d'Ivoire aient la même chance de réussir, que les uns et les autres se fréquentent. La vraie politique qui doit se mener, il n'y a aucun peuple qui soit au-dessus de l'autre. Parce que lorsqu'on est au pouvoir et qu'on met un peuple au-dessus de l'autre, demain, quand on ne sera plus là, si nous avons 60 tribus, alors les 59 tribus vont se liguer contre notre tribu. Et c'est pour cela que depuis, nous tirons sur la sonnette d'alarme. Il faut penser à demain lorsqu'on est un homme politique. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ont enlevé de leur langage « et demain ». Ce petit bout de phrase « et demain » est très important dans la vie de l'homme. Ça t'amène à un comportement, si vous voulez, qui est, comme les Anglais le disent, qui est dans le middle, dans le milieu, à faire la part des choses, à distinguer le bien et le mal, à savoir poser ses pas. Monsieur Blair Richard, sur quoi vous basez exactement votre idéologie? Vous êtes de la gauche, de la droite ou du centre? Quand on parle de la gauche, de la droite ou du centre, moi, ça m'embête un peu. Parce que un véritable homme politique, qu'il soit de la gauche, comme la DLC aujourd'hui, doit pouvoir être au centre à un certain moment donné de la vie politique de son pays. Aujourd'hui, si nous voulons agir profondément comme les gens de la gauche, mais nous n'allons pas donner ou bien mettre en pratique la politique de la paix, la politique de la cohésion, la politique de la réconciliation. Donc il nous faut être à un certain moment donné dans le milieu pour rassembler le peuple ivoirien, pour rassembler l'Afrique. Nous sommes de la gauche, mais à ce moment précis, nous nous mettons au milieu pour concilier les Ivoiriens. Nous vous voyons souvent faire vos tournées à l'intérieur du pays. Pourquoi pas à Abidjan? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un temps soit peu pourquoi est-ce que vous avez choisi uniquement que l'intérieur et non pas Abidjan? Celui qui ne connaît pas son peuple ne le reconnaîtra jamais. Et lorsque le peuple ne te reconnaît pas, et que tu te forces, et que tu arrives, la manière de diriger devient la manière de diriger d'un roi. Parce que seul le roi ne rentre pas dans le peuple. Seul le roi dirige d'une main de fer. Mais un leader en qui le peuple se reconnaît est l'ami du peuple. Il est à l'écoute constante du peuple. C'est pour cette raison que nous, au niveau de la DLC,
nous rentrons dans les hameaux, dans les campements. Je l'ai dit tantôt, il faut connaître les vrais problèmes de l'Afrique, il faut connaître les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais si nous ne sommes pas en contact avec le peuple, comment allons-nous savoir ce que le peuple vit? Si vous ne parcourez pas avec votre voiture, ou même dans les véhicules de transport, si vous ne parcourez pas les routes africaines ou les routes de votre pays, comment allez-vous savoir que dans telle ou telle circonscription, il n'y a pas de voix? Lorsque j'ai été candidat en 2016 aux élections législatives, il y a eu quelque chose qui m'a frappé. Nous sommes arrivés à Serio, dans la localité de Serio, qui est une sous-préfecture de Gagnoa, où nous étions obligés de nous rendre dans une localité à Pilon. Nous étions en Pilon, aller à la recherche de la population. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette localité, le chef de cette localité, il s'est dit, on dit qu'il y a un leader qui vient ici, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Ils ont envoyé quelqu'un, un Ivoirien lambda comme ça ici, on nous dit que c'est un leader. Mais c'est après, lorsqu'il a vu les photos, il a vu les t-shirts, ce monsieur m'a dit la chose suivante. Mon fils, on n'a qu'à laisser de côté cette affaire de homme politique. Mais je vais te dire une chose. Depuis que nous on est ici, il n'y a pas un leader politique qui arrive ici. Mais de la même manière, tu as pris pirogue et puis tu es arrivé ici. Mon fils, assurément, tu seras un grand homme dans ce pays-là. Vous voyez? Mais quelle a été moi ma joie? Ma joie, c'est de savoir qu'il y a un peuple qui vit de l'autre côté, qui ne sont ni burkinabés, ni maliens, ni libériens, ni ghanéens, mais qui sont des Ivoiriens. La politique, ce n'est pas Abidjan. Abidjan, les gens sont rassasiés. Il y a ceux qui ont fait, qui sont dans les villages. La politique se fait à l'intérieur. Vous me comprenez? Celui qui n'est pas allé à l'ombre d'un arbre ne pourra pas qualifier la qualité de cette ombre-là. Monsieur Blake Richard, l'actualité de ce pays est dominée en ce moment par l'alliance politique qui se font. Vous êtes d'une alliance, si oui, laquelle? Quel est le fondement d'une alliance? Est-ce qu'une alliance, c'est pour défendre une cause personnelle ou bien une alliance pour défendre une cause qui est celle du peuple? Si une alliance est pour défendre la cause du peuple, alors faites-moi savoir ou montrez-moi cette alliance-là pour que moi, Blake Richard et la DLC, nous puissions y être. Une alliance. La DLC n'est pas dans une alliance. La DLC parcourt la Côte d'Ivoire sans alliance. La DLC parle de la part du peuple sans alliance. Une alliance ne se fait pas parce qu'il faut la faire, non. Mais elle se fait dans une certaine objectivité, dans une certaine idée. Si elle ne se fait pas comme ça, alors elle défend la cause d'un individu. À compter de ce temps-là, nous, la DLC, nous n'entrons pas dans cette alliance-là. Donc nous n'avons pas d'alliance. Parce que nous nous disons qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui comme alliance en Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais ça ne fait que défendre la chapelle politique. Or, ce qui doit prévaloir, je dis toujours, le peuple ivoirien. S'il y a une alliance qui défend la cause du peuple ivoirien, alors, j'y sais. Quel regard critique portez-vous sur la guerre du RHDP, du PDC et les alliés d'hier? Je vais vous dire simplement que Blake Richard ne regarde pas tout ça. Blake Richard regarde le peuple. Blake Richard regarde le peuple. Pour moi, c'est le peuple qui est le plus important. Si aujourd'hui, là où nous sommes, si les élèves ont une garantie qu'ils peuvent avoir un emploi à la sortie de l'école, ou bien que la Côte d'Ivoire peut leur garantir une vie certaine, Blake Richard se met en action. Si les paysans sont sûrs que leurs produits seront achetés et bien achetés, Blake Richard se met en action. Si au niveau social, les enfants arrivent à aller à l'école tranquillement, Blake Richard se met en action. Si la politique de l'éducation ivoirienne n'est pas une politique appauvrissante, Blake Richard se met en action. Alliance à gauche, alliance à droite, ces alliances ça défendent qui? Tout, sauf le peuple ivoirien. Merci, Monsieur Richard. Nous sommes déjà pratiquement un an des élections présidentielles de 2020. Vous comptez vous présenter? Je le dis et je le répète. Je suis l'enfant d'un paysan. Ce qui m'intéresse,
c'est que mon peuple vive bien. 2020 va se charger de lui-même. 2020 va se charger de lui-même. Afrique Média, lorsque Blé Richard sera prêt, il va vous avertir. Mais pour l'instant, le peuple souffre. Pour l'instant, le peuple n'a plus d'espoir. Pour l'instant, le tribalisme chronique, et j'ai envie de dire le tribalisme luciférien, gagne du terrain. Je dis bien un tribalisme luciférien. Est-ce que vous pouvez citer vos actions que vous avez déjà menées? D'abord, en ce qui concerne la réconciliation nationale. Je parcours la Côte d'Ivoire pour parler aux parents, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, et pour leur expliquer le fondement du vivre ensemble, le fondement de pouvoir nous retrouver, le fondement des anciens comportements que nous avions, par exemple des alliances. Et dans notre jargon, on l'appelle le toupet. C'est-à-dire, un Yakuba peut se rendre dans les funérailles d'un Senfo qui est décédé et il peut faire valoir l'alliance qu'il y a entre eux. Même dans les périodes de joie, il peut faire. Mais tout cela a disparu. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien aujourd'hui est devenu autre que hospitalier. L'Ivoirien est devenu autre que quelqu'un qui avait le sourire tout le temps. Et c'est d'abord ces premières actions-là que nous posons. Parce que lorsque vous voulez implémenter un projet, par exemple, dans une localité qui n'est pas réconciliée avec elle-même, vous allez voir que si vous posez une action, par exemple la construction d'une pompe hydraulique dans une certaine localité, mais si cette population n'est pas réconciliée avec elle-même, vous allez voir qu'à l'intérieur, on dira non, c'est un BT qui l'a fait, ou bien c'est un Sénoufo qui l'a fait, donc nous les petits là, nous on ne va pas à cette pompe-là. Mais quand la population se retrouve et qu'elle se dit que nous sommes une population une et indivisible, à partir de ce moment-là, tout ce que vous implémentez, la population se retrouve à l'intérieur parce qu'on l'exploite à bon escient. Au niveau social, nous avons participé dans certaines localités, n'est-ce pas, à la construction de dispensaires. Voilà, à la construction de dispensaires, notamment dans la localité de Guibérois, voilà, où nous avons fait un don pour que déjà le dispensaire qui était en construction, que les gens puissent construire le logement des infirmiers ou bien du corps médical qui allait, n'est-ce pas, être affecté dans ces lieux-là. Et puis au niveau de l'éducation, par exemple, dans beaucoup de localités, nous avons participé à la scolarisation des élèves et même des étudiants, les aider à pouvoir s'inscrire. C'est pour cette raison que je vous ai dit, vous voyez aujourd'hui, je crois en première année, si je ne me trompe pas, nous avons la totalité de la scolarité qui s'élève à 55 000. Je pense quelque chose comme ça. Là où nous avons fait l'université à 6 000 francs en son temps, quand nous étions encore étudiants. Et aujourd'hui, donc, quand on a 2 ou 3 enfants qui sont des étudiants, c'est difficile de pouvoir les scolariser. Nous avons participé à la scolarisation, n'est-ce pas, de ces étudiants-là, pour donner encore de l'espoir aux parents qui l'ont perdu. Et au niveau international, nous avons effectué une tournée en Afrique centrale, où nous sommes allés rencontrer des hommes politiques, pas les moindres, des hommes politiques, des ambassadeurs et autres, pour nous imprégner de certaines... Pour parler un peu de la Côte d'Ivoire, pour leur demander aussi de s'imprégner de la situation socio-politique ivoirienne, pour apporter un tant soit peu leur expérience pour avoir une certaine réconciliation en Côte d'Ivoire, donc en Afrique centrale, et puis là-bas aussi au Ghana, nous l'avons fait. Dites-nous en résumé, quel est votre projet pour la société ivoirienne? D'accord. Mon projet pour la société ivoirienne est simple. Dans un premier temps, je vous ai parlé de réactualiser. La réactualisation est très importante. Je ne suis pas le genre d'homme politique qui s'approprie des choses qu'il n'a jamais créées. Vous comprenez?
Et donc pour moi, cette réactualisation est très importante. Mon projet, d'abord, dans un premier temps, on a le monde paysan. J'ai analysé beaucoup de situations et je me suis dit, si le monde paysan vit bien, la société ivoirienne vivra aussi bien. Quand nous prenons depuis la création de la Côte d'Ivoire, on prend même légèrement avant 1960, nous avons dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est bien beau. Mais, et l'agriculteur lui-même, son succès repose sur quoi? Et donc nous nous sommes dit, il fallait que le succès de cet agriculteur-là repose sur le bon achat de ses produits. Pour que lui aussi il se sente bien dans ce qu'il fait. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, mais il y a des grands producteurs de cacao et de café en Côte d'Ivoire. Il faut aussi leur permettre de pouvoir se soigner. Et ça, ce n'est pas moi mon idée, mais c'était l'idée d'un grand homme. Qu'on le veuille ou pas, c'est un grand homme. De l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Je lui disais qu'il faut mettre en place un hôpital qui est réservé particulièrement au monde paysan, où les uns et les autres pourront se soigner. Dites-moi, depuis 1960, il y a quel homme politique ivoirien ou bien quel homme agriculteur ivoirien qui influe sur les décisions à l'international? Il y en a combien? Donc, voici le plus gros des projets que nous avons au niveau de la DLC. Faire en sorte que le monde paysan vive tranquille. Faire en sorte que là où viennent les produits, c'est-à-dire le cacao et le café, qu'on arrive à faire les voies. Mais une localité ne peut pas produire des milliers et des milliers de tonnes de cacao et puis pour y accéder, on est obligé d'y aller à moto. C'est paradoxal. Pendant qu'on perd notre temps à faire des voies à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. C'est pas seulement Abidjan. Non. La Côte d'Ivoire, c'est aussi là-bas. Ils ont aussi besoin du bitume, même si c'est le bitume biodégradable. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Même si, je dis bien, même si c'est du bitume biodégradable, ils en ont besoin. Donc, voici le premier gros lot. Parce que si eux, là, ils vivent bien, vous allez voir que les fonctionnaires qui sont en ville, ils vivront aussi bien. Mais à une certaine belle époque, les fonctionnaires quittaient la ville pour aller prendre crédit au village. Je ne sais pas si, madame, vous vous souvenez de cette belle époque. Au niveau de l'école ivoirienne, vous m'avez posé cette question, hein? Laissez-moi vous répondre. Au niveau de l'école ivoirienne, nous avons encore fait une autre analyse. Et nous avons conclu que l'école ivoirienne est inaccessible. C'est vrai qu'on vient vous tromper avec cette histoire d'école ou bien d'école gratuite. C'est archi faux. Si vous avez des frères et sœurs qui sont des étudiants, demandez-leur. La scolarité aujourd'hui au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny ou bien dans toutes les universités de Côte d'Ivoire, c'est combien? De 6 000. Nous sommes arrivés, je crois, à 55 000, si j'ai bonne mémoire. Quand on fait la totalité de toutes ces choses, on peut même arriver, je vais dire, et ça varie, hein, 60. Ça varie. Parce qu'on peut arriver à 68 000. Mais si j'ai des fascicules à acheter, tout ça, ça monte, hein, c'est 68 000. Mais si vous avez 3 à 4 enfants qui sont des étudiants, comment allez-vous s'en sortir? Et donc la DNC a décidé, si un jour, pas si un jour, mais lorsque nous allons arriver au pouvoir, parce que nous y arriverons certainement, notez, vous écrivez ce que je suis en train de vous dire. Cette prophétie va s'accomplir. Nous allons arriver au pouvoir. Et lorsque nous arriverons au pouvoir, nous ramènerons la scolarité à 6 000 francs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une université publique qui puisse aider la population qui est déjà pauvre, et très pauvre même d'ailleurs. Je vous parle d'une pauvreté gangreneuse, je vous parle d'une pauvreté luciférienne, je vous parle d'une pauvreté démoniaque. Donc nous allons ramener la scolarité universitaire à 6 000.
Parce que la Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources pour faire des ponctions, pour s'occuper de l'université. Notre encore plus grand chantier, c'est de punir les gens. Excusez-moi, mais regardez le peuple ivoirien. Regardez le peuple ivoirien aujourd'hui. C'est en Côte d'Ivoire qu'un simple fonctionnaire s'élève, il devient multimilliardaire et ça n'émeut personne. L'argent sort du pays. L'argent, ça va. On détourne et on détourne et on détourne. Mais ce qui est marrant à l'intérieur, c'est qu'on récompense plus ceux qui détournent. Où allons-nous? Il faut avoir le devoir de rendre compte au peuple ivoirien. Où on s'élève et on vend les structures. On s'élève, on vend et cela n'émeut personne. On s'élève, on attribue des marchés gris à gris et cela n'émeut personne. On se lève, on pose des actes et cela n'émeut personne. La justice est à la solde d'un individu et cela n'émeut personne. Et on évolue et on rentre dans un pays dont la dignité est bafouée. On vous sait aussi très admiratif pour l'ex-président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. La CPI vient d'ordonner leur acquittement, mais ils sont toujours retenus en prison. Que pensez-vous de cette idée? Ces deux personnes que vous venez tantôt de citer sont dans un premier temps des Ivoiriens. Charles Blé Goudé, ex-ministre, et Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom de notre slogan, DLC la Côte d'Ivoire d'abord, nous devons de défendre ces deux dignes enfants de notre patrie. Et quand je dis défendre, c'est au vrai sens du terme. Parce que s'il y a un autre enfant de la Côte d'Ivoire qui se trouve aussi à l'extérieur, il faut que la DLC soit à même de défendre encore ces enfants-là, ou cet enfant qui se trouve embastillé à l'extérieur. Oui, je ne fuis pas, je ne peux pas fuir ça du regard. Ou on ne peut pas me punir pour ça. J'ai admiré Nelson Mandela, mais Nelson Mandela n'est pas ivoirien. J'ai admiré Uhuru Kenyatta, mais Uhuru Kenyatta il n'est pas ivoirien. D'accord? J'ai admiré Thomas Sankara. Oh, Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara, malheureusement, n'est pas ivoirien. J'ai admiré Kwame Nkrumah. Oh, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah non plus n'est pas ivoirien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'admire donc Laurent Gbagbo. Oui, je l'admire. En tant que panafricain, je me dis qu'il est impensable et il est inadmissible. Il n'est pas acceptable de voir un Africain, d'accord, qu'on enlève en Afrique et qu'on juge en Europe. Excusez-moi, madame. Dans le livre d'histoire, qu'est-ce qu'on dit? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais on ne peut pas être le berceau de l'humanité et puis être infantilisé. On ne peut pas être le berceau de l'humanité et puis se laisser juger par un continent plus jeune que nous. C'est nous, l'Afrique. C'est nous qui avons créé l'humanité. Ces blancs que vous voyez, excusez-moi madame, leurs ancêtres sont des noirs, nous. C'est de nous qu'est sorti le tout premier homme, notre continent, ici. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde et pour vous laisser guider par le bout du nez par cet enfant-là. Nous disons que non. Donc en tant que panafricain, il faut que les Africains comprennent qu'on soit d'un bord politique ou bien d'un autre bord politique, ou bien qu'on soit du même bord, ou bien qu'on soit d'un autre pays, il faut que les Africains comprennent une fois pour toutes. Je suis écœuré quand je vois les Africains agir ainsi. Je suis écœuré. Mais les Africains, il faut qu'ils apprennent. Aujourd'hui, Koudou Laurent Gbagbo est de l'autre côté avec Charles Blé Goudé. À qui le tour demain? À qui le tour demain? Dites-moi, l'Afrique n'est pas le dépotoir de l'Europe. On ne peut pas être le berceau de l'humanité. Et puis, on va être le berceau des ordures de l'Europe. On est désolé. Excusez-moi. La France a quelle richesse? Si la France n'avait pas ces pays africains-là, aujourd'hui, elle serait quelque part. On ne sait même pas à quel rang au niveau du développement mondial. Mais c'est parce qu'ils exploitent. La France exploite toutes ces richesses-là qu'aujourd'hui qu'on dit la France est un pays fort. Quel pays fort? Quel pays fort? Excusez-moi, mais en tant que panafricain, je dis que si je dois défendre Laurent Gbagbo, bec et ongle, je le ferai et je vais continuer de le faire
pour que cet enfant-là sorte de ces géants-là et arrive en Afrique, ici chez lui. Pour que Charles Blé Goudé sorte et qu'il arrive ici chez lui. C'est ici qu'il y a les places. C'est en Afrique chez eux. Ce n'est pas en Europe. Alors qu'on ne nous juge plus là-bas. Je vous donne un tout petit exemple, madame, que les Africains n'ont pas compris encore. Où est resté l'héritage de Mobutu Sese Seko? Où est resté son héritage? Où est resté l'héritage de certains présidents africains que l'Europe a bâillonné? Mais ils gardent cela. Où reste l'or des pays africains? Mais dans la banque française, regardez ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale. Où la France va jusqu'à perquisitionner une ambassade qui est une institution. Vous comprenez? Les Africains doivent comprendre ce qui est en train de se passer. Mais hélas, aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons plus l'esclavage comme ça. Mais cet esclavage-là se trouve encore dans la tête de certains de nos leaders, les leaders africains, qui eux-mêmes sont à la base du meurtre des pays, sont à la base, n'est-ce pas, du meurtre de nos peuples. Chère madame, ça fait mal quand on voit tout ça. Mais regardez, jusqu'à aujourd'hui, les présidents africains continuent encore de déposer leur argent en Suisse. Pourtant, lorsque tu mourras demain en tant que leader, tu mourras demain là, ton argent là ne va pas retourner à ton pays. Il suffit que tu ne sois plus à leur centre, qu'on crée quelque chose, qu'on dise non, il est devenu un président infréquentable. Ils ont mis quelque chose, un système sur pied qui ne permet pas à l'Afrique de se développer. J'arrive au Cameroun. Le Cameroun a son franc CFA, la Côte d'Ivoire a son franc CFA. Je suis obligé de convertir mon franc CFA en franc CFA camerounais pour pouvoir l'utiliser. Attendez, chère madame, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Nous en avons ras le bol. Mais regardez, si aujourd'hui Blé Richard parle, de même qu'il y a eu plusieurs babos ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, et partout en Afrique, il va encore avoir des Blé Richard en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Des enfants viendront encore parler de ça. La génération future arrive. Et vous allez voir ce qui va se passer pour l'Afrique. Oh, la libération n'est plus loin. Le jour va bientôt se lever. Restons seulement à l'écoute. Regardez le vent. Le vent souffle. Mais est-ce que vous voyez sa provenance? Vous savez où va ce vent là? C'est ça l'avenir de l'Afrique. Ça vient petit à petit. Les gens comprendront. Et nous là, qui avons déjà compris, nous allons véhiculer ce message là. C'est pour cette raison que je défends Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Et s'il y a un autre Ivoirien et un autre Africain qui se trouve là-bas, nous allons encore parler. Où a-t-on jugé Hissène Habré? N'est-ce pas au Sénégal? Les gens doivent comprendre, ceux qui sont dans le monde juridique, ils doivent comprendre que l'Europe est en train de les infantiliser. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien, ils n'ont rien appris du système juridique. On prend nos enfants et on les envoie à l'extérieur. Allez-y les juger. Nous nous insultons nous-mêmes. L'Europe n'a rien à prouver à l'Afrique. Rien. L'Europe n'a rien à prouver à l'Afrique. Un enfant ne peut pas enseigner à sa mère qu'il a mise au monde la joie de l'enfantement. Non. Ou la douleur de l'enfantement. Non. Dans mon mot de fin, je voudrais, dans un premier temps, encourager Afrique Média. Cette chaîne de télévision est arrivée à un moment où l'Afrique en avait besoin. Cette chaîne apporte un tant soit peu le sourire aux peuples africains. Mais comment? En leur apportant la réalité du continent, en leur envoyant un signal fort. C'est un signal de vérité. Parce que Afrique Média ne fait que distiller ce qui est caché dans nos peuples. Et Afrique Média le met au grand jour. Pour que les uns et les autres sachent comment les différents peuples africains vivent dans leur contrée. Et puis, deuxièmement, les encourager que, quel que soit ce qu'ils ont comme brimade, ils doivent continuer
de distiller la bonne parole. Continuez de donner la vérité, quel que soit ce qu'ils ont comme menace. Ma seconde intervention est vraiment pour mon peuple en particulier, pour le peuple ivoirien. Je voudrais dire au peuple ivoirien que l'espoir n'est pas perdu. De même que Blaise Richard est persuadé de ce que si on libère Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire sera apaisée. De même que je suis persuadé que l'espoir est permis. Il faut que la Côte d'Ivoire persiste pour son développement. Il faut que la Côte d'Ivoire continue de se battre pour son bien-être. Il faut que les étudiants, les élèves, les fonctionnaires, ceux qui sont dans le privé, il faut qu'ils croient en un lendemain meilleur. Je lance donc cet appel à tous les leaders politiques ivoiriens qu'on redonne une chance à la réconciliation ivoirienne. Les discours que nous voyons ça et là sur la toile ne sont pas des discours d'apaisement. Parce que lorsqu'on parle, il faut qu'on se dise que cette parole qui est sortie rentre dans les oreilles des gens et que ça ne sort plus de là. Et donc mieux vaut faire sortir des paroles qui sont des paroles qui incitent à la paix, qui incitent à la cohésion, que de faire sortir des paroles qui incitent à la haine. Une parole me vient en tête, chère madame. Un langage doux, une langue douce est un arbre de vie, un arbre de paix. Paix donc sur la Côte d'Ivoire, paix sur l'Afrique. Que Dieu bénisse le peuple africain. Je vous remercie. Chers téléspectateurs de la télévision panafricaine, nous sommes à la fin de notre entretien avec M. Wani Blaise Richard, homme politique ivoirien. Alors, amis téléspectateurs, une langue douce, une parole douce est un arbre de vie. Comme notre invité vient de le dire, ayez cela pour boussole partout où vous vous retrouvez. Amis téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, il y a beaucoup de joie à cette télévision. Vous faites bien de nous suivre. À la prochaine.